de partager et d'échanger sur les thématiques des CGA. Je remercie Monsieur le directeur général, Monsieur Abdoulaye Diagne, d'avoir bien voulu porter son choix sur ma modeste personne pour diriger le comité et avoir mobilisé tant de moyens pour le bon déroulement de nos travaux. Au nom du comité, merci Monsieur le directeur général. Je saisis cette occasion pour aussi remercier les autres membres du comité qui n'ont ménagé aucun effort dans le travail confié. Il s'agit de M. Maguette Diakhaté, directeur de la législation et de la coopération internationale, vice-président du comité, de M. Papa Mamadou Ndiaye, rapporteur du comité, de M. le directeur adjoint André Dior, de Mme Diop Mamkoumba Gueye, qui est là en double qualité parce qu'elle représente en même temps le directeur des services fiscaux empêchés, M. Ibrahim Bari, de M. Mamoudou Ndaw, chef de bureau à la DLCI, et enfin de M. Ndiaga Sow, également chef de bureau à la DLCI. Pour rappel, le comité chargé de la réforme de la loi numéro 95-32 du 29 décembre 1995 relative au centre de gestion agréé et de son décret d'application numéro 96-558 du 8 juillet 1996, conformément à la directive de l'UEMOA numéro 04-97 CM-IMOA du 28 novembre 1997, modifiée par la directive numéro 02-2020 CM-IMOA du 26 juin 2020. En effet, les dites directives ont enjoint les États membres à mettre sur pied un cadre juridique en vue de promouvoir la création et le développement des CGA. Ainsi, pendant 2 mois, du 29 mai au 31 juillet d'hier, nous avons travaillé sur cette réforme. D'ailleurs, une visite en benchmarking a été effectuée par mon équipe et moi-même en République de Côte d'Ivoire afin de s'enquérir des meilleures pratiques. Il faut noter que la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui à son actif plus de 117 CGA et plus de 47 000 adhérents, là où nous sommes à 5 CGA. Donc vous voyez l'utilité quand même d'aller en Côte d'Ivoire. C'est dire donc que cette visite a été très bénéfique. Alors hier, comme je le disais tantôt, marquait la fin des 2 mois, et nous voilà en face de vous pour partager les fruits de nos recherches et les perspectives. Toutefois, avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je voudrais donner la parole à M. le directeur, M. Abdoulaye Diagne. Pour la réforme des centres de gestion agréés, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, je vais accorder une attention particulière au directeur de la législation, M. Maguette Diakhaté, qui a pris la suite de M. Mohamed Aussi. Et donc, je lui réitère mes félicitations et encouragements pour déjà l'excellent travail qu'il a commencé à abattre à la tête de cette direction et que nos prières et vœux de succès l'accompagnent. Mes chers collègues, messieurs les directeurs généraux des centres de gestion agréés, messieurs les présidents et représentants des organisations professionnelles, messieurs les présidents d'associations, distingués invités. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des membres du comité chargé de la réforme du cadre légal et réglementaire
des CGA pour l'excellent travail qui a été accompli. Je voudrais réserver une mention particulière au président du comité, M. le conseiller technique Alioune Thioune. J'associe à ces félicitations tous les acteurs qui, de près ou de loin, ont eu à contribuer, à enrichir les travaux de ce comité-là et qui vont certainement le faire à l'occasion des débats que nous tiendrons aujourd'hui. Qu'il me soit également permis de saluer la présence de tous les acteurs et partenaires concernés avec lesquels la DGID a l'habitude de collaborer dans le cadre de la formalisation des PME. Mesdames et messieurs, je me réjouis de m'adresser à cette auguste assemblée, d'autant plus qu'il s'agit de parler ici d'un sujet d'une importance de premier ordre dans l'agenda des pouvoirs publics. En effet, la politique fiscale du gouvernement du Sénégal est engagée ces dernières années dans une série de réformes dont l'objectif principal est de mettre en place notamment un système permettant une mobilisation optimale des recettes en vue d'améliorer progressivement la pression fiscale tout en veillant à une répartition équilibrée de l'impôt. Cette répartition équilibrée, faut-il le rappeler, étant sous-tendue par le principe constitutionnel de l'équité des citoyens devant les charges publiques. Cette politique ne peut être menée à bien sans une meilleure prise en charge d'une partie importante de notre tissu économique que constitue le secteur dit informel. Il est plus que jamais nécessaire, pour une plus grande mobilisation des recettes, d'orienter les réflexions vers la recherche de voies et moyens permettant de faire passer ces acteurs du secteur dit informel à la formalisation, tout bonnement et simplement. Autrement dit, la formalisation de ce secteur aura un impact significatif sur la mobilisation des recettes. Je peux juste citer un exemple. Quand on prend la segmentation de l'assiette au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, vous avez une pyramide avec une large base où vous avez l'ensemble des petites entreprises et des particuliers. Vous avez, c'est le segment inférieur, vous avez le segment intermédiaire, vous avez les moyennes entreprises et vous avez le segment supérieur où vous avez les grandes entreprises. Au niveau du segment inférieur, vous avez toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 100 millions et vous avez tous les particuliers. Au niveau du segment intermédiaire, vous avez les moyennes entreprises, c'est-à-dire tous les contribuables qui ont un chiffre d'affaires qui se situe entre 100 millions et plus et 2 milliards. Au niveau du segment supérieur, vous avez tous les contribuables qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 2 milliards, ou bien, ça c'est le critère du chiffre d'affaires, qui sont dans des secteurs dits stratégiques, tels que le secteur extractif, le secteur bancaire, le secteur des assurances, etc. Ou un autre critère qui est un critère juridique qui est celui des liens capitalistiques, donc pour pouvoir mieux gérer les stratégies de groupe. Et en parlant de répartition de la charge fiscale, c'est le segment supérieur qui a beaucoup moins de contribuables, mais qui produit 78% des recettes fiscales de l'État. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la base pour permettre à tout un chacun de contribuer et les CGA y joueront un très grand rôle. Donc c'est consciente de cela que la Direction générale des impôts et des domaines a toujours travaillé en parfaite collaboration avec certains acteurs pour accompagner les petites et moyennes entreprises et les aider à se formaliser tant sur le plan administratif, le plan comptable que sur le plan fiscal. Dans cette perspective, les CGA jouent un rôle essentiel, je viens de le dire. Pour rappel, il s'agit d'organismes privés
placé sous la tutelle du ministère en charge des Finances et dont l'objet est d'apporter à ses adhérents ou clients une assistance en matière de gestion et de formation dans les domaines financiers, comptables, juridiques et fiscaux. Mesdames et messieurs, le Sénégal avait, dès 1995, procédé à la mise en place de la loi numéro 95-32 du 29 décembre 1995 qui a institué le centre de gestion agréé. Le cadre réglementaire de ces centres de gestion agréés a été fixé par le décret numéro 96-558 du 8 juillet 1996. Il faut le dire, cette institution relevait également d'une volonté de certains opérateurs économiques de se faire assister dans la gestion de leurs activités. À travers cette loi, le CGA est défini comme une association dont l'objet est d'apporter à ses adhérents une assistance en matière de gestion et de leur offrir des services en matière d'information et de formation. Le CGA était également habilité à tenir et à présenter la comptabilité de ses adhérents et à leur apporter une assistance en matière fiscale. À la pratique, l'adoption de cette loi n'a pas connu le succès attendu. Et c'est un euphémisme, dans la mesure où, depuis 1995, seuls 5 CGA ont vu le jour, dont 2 dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Alors que certains pays dans l'espace UEMOA, le Conseil technique vient de le rappeler, en ont créé près de 120. Donc vous voyez, on ne parle même pas de différence, ce sont totalement 2 mondes, tout bonnement et simplement. De même, il est apparu nécessaire de prendre en compte les dispositions de la directive numéro 04-97 Conseil des ministres UEMOA du 28 novembre 1997 portant adoption d'un régime juridique des CGA dans les États membres de l'UEMOA. Cette directive est complétée par celle portant le numéro 02-2020 Conseil des ministres UEMOA du 26 juin 2020. Le Sénégal a donc entendu réformer son dispositif actuel sur les CGA en mettant sur pied un cadre plus pertinent destiné à fournir aux agents économiques du secteur informel et aux petites et moyennes entreprises un meilleur encadrement pour contribuer sensiblement à l'élargissement de l'assiette, à l'amélioration du taux de pression fiscale et à la mobilisation des ressources. En parlant de taux de pression fiscale, je vais juste préciser. Souvent, on peut céder au langage parlé. Quand on parle de taux de pression fiscale, les gens croient, dès qu'on parle de pression fiscale, que plus on a un taux de pression fiscale qui est élevé, plus la pression fiscale au niveau individuel est élevée. Ce n'est pas le cas. Le taux de pression fiscale permet tout simplement à l'État de mesurer sa capacité à lever l'impôt sur la richesse qu'il a créée ou bien dont il a favorisé la création sur une période. Cette période étant souvent une période annuelle, c'est-à-dire mesurée à l'aune d'un exercice budgétaire. Donc, quand on doit calculer ce taux de pression fiscale-là, nous avons au numérateur l'ensemble des recettes fiscales. Et au niveau du dénominateur, nous avons le PIB. Quand vous faites le rapport, plus votre taux de pression fiscale est élevé, plus ça traduit le civisme fiscal dans ce pays-là. Et la capacité de l'État donc à pouvoir, sur la richesse qui est créée, de pouvoir lever l'impôt. Quand maintenant il faut mesurer la pression fiscale à un niveau individuel, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, il faut plutôt se référer au TMI,
au taux effectif marginal d'imposition. Et le Sénégal a l'un des meilleurs PMI. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut lever. Quand on a un bon taux de pression fiscale, ça c'est un bon signe pour un État. Dans les pays développés, nous, on cible un taux de pression fiscale de 20%. Dans les pays développés, les gens ciblent un taux de pression fiscale à près de 40% et bien plus. Donc c'est un signe de développement, c'est montrer que l'État a la capacité de faire contribuer les populations. Donc c'est une précision qu'il faut apporter. Avant de terminer par ceci, mesdames et messieurs, l'objectif de cette rencontre est de créer un cadre de concertation et de discussion avec les acteurs destinataires de la réforme, qu'il s'agisse des organisations professionnelles, des contribuables adhérents ou de l'administration fiscale elle-même. Au-delà de cet atelier, ce cadre de dialogue devra être poursuivi dans un format à définir. Parce que les chiffres que nous venons de décliner, cela traduit particulièrement une chose, c'est que nous savons mettre en place des dispositifs, mais nous avons encore des efforts à faire pour pouvoir les animer. Nous avons encore des efforts à faire pour pouvoir promouvoir ces dispositifs-là. Et nous avons certainement et surtout des efforts à faire pour pouvoir les évaluer. Parce que là, on parle d'une loi trentenaire presque. 1995, c'était à... Parce que là, on est en train de rentrer dans un autre cycle. C'est le cas des EFE qui vont finir cette année. Donc, beaucoup de lois qui avaient été prises lors des lois économiques durant la période 90 sont en train de finir leur cycle. Donc, on est en train de basculer dans un autre cycle. Donc, on parle d'une loi trentenaire qui y en est à ce niveau-là d'évaluation. Presque 30 ans après. Donc, quand je dis qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on va se dire au niveau de cet atelier-là, il faudra aller au-delà. Qu'on ait un cadre permanent pour pouvoir échanger, voir en termes de mise en place des centres de gestion agréés, où est-ce que nous en sommes? Quel est le nombre d'adhérents que nous avons? Quels sont les écueils que nous avons? Comment allons-nous faire pour les surmonter? Est-ce que ce que l'on propose, nous, comme service à travers ces CGA-là, répond aux besoins de ces potentiels adhérents, etc., etc. Donc, monsieur le conseiller technique, chers collègues, monsieur le directeur de la législation qui va s'occuper du cadre légal et réglementaire, donc tout ce qui concerne le cadre normatif, madame la représentante du directeur des services fiscaux qui va s'occuper du cadre opérationnel, parce que c'est elle qui est chargée de gérer toutes les petites entreprises et les particuliers. C'est à vous maintenant de faire ce job-là. Le service après-vente, c'est vous. Pour que lorsqu'on va noter qu'il y a des failles dans le système que nous avons mis en place, que lui, aussitôt qu'il puisse monter au créneau pour voir qu'est-ce qu'il faut rectifier dans les textes. Et, ou bien, dans l'opérationnalisation, vous-même, lorsque vous ne sentez pas, Madame Diop, que l'impact qui était attendu de ces réformes-là, lorsque vous ne le sentez pas, que très rapidement, que vous puissiez faire des remontées en relation avec les responsables des centres de gestion agréés. Sinon, on aura dressé une tente pour le sommet. Et cela ne va pas évoluer. Dans le même ordre d'idée, un dispositif communicationnel devra être mis en place pour sensibiliser tous les acteurs, monsieur le chef du bureau de communication. Parce que parfois, sur les sujets économiques, il faut se battre pour exister. Donc je n'ai pas besoin de faire d'autres développements. Sur les sujets économiques, il faut se battre pour exister parce que souvent, cela n'accroche pas. L'intérêt que cela devrait susciter n'y est pas. Donc c'est à nous de nous réinventer en matière de communication pour mieux capter le maximum de public possible pour, en termes de pool économique,
de ce que nous sommes en train de faire, qu'on puisse accompagner les populations et l'ensemble des acteurs. Donc, certainement que vous allez l'aborder lors de ces ateliers-là, il faudra sortir ici avec au moins les grandes lignes d'un plan de communication qui est très bien rodé. Et nous, on va accompagner dans sa mise en œuvre, notamment au plan financier. La communication coûte cher. C'est vous dire donc tout l'intérêt que j'accorde à vos travaux, que je déclare ouverts. Je vous remercie de votre aimable attention.